how many people don't understand French in the room, please? Could you raise your hand? 1, 2, 3, 4, 5. Combien de personnes ne comprennent pas l'anglais? Merci beaucoup aux organisateurs, merci beaucoup à toutes les personnes d'origine marocaine ou non marocaine qui s'intéressent à cette région du monde et qui sont solidaires des personnes qui luttent dans ce pays pour son progrès, pour les libertés, pour que tout le monde puisse jouir de la condition humaine la plus optimale possible. On m'a demandé un exercice impossible dans l'absolu, qui est de présenter l'économie, la société, la politique, les droits humains et les relations internationales du Maroc en 10 minutes ou 15 minutes. Et c'est d'autant plus impossible que les Marocains, nous sommes des gens qui parlent beaucoup, donc ça serait extrêmement difficile, mais je vais quand même essayer d'être rapide et d'être très succinct, de donner juste quelques indications rapides. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas suffisamment le Maroc a une économie qui est faible. C'est 1/7 du PIB des Pays-Bas, avec le double de sa population, et donc moins d'1/14 de la richesse produite annuellement par personne. C'est une économie qui est complètement désarticulée par la rente, la prédation et la corruption. C'est une économie qui est plombée par le coût absolument astronomique du Sahara, de l'armée et de la course à l'armement avec l'Algérie, de le coût exorbitant de la monarchie, le coût de gestion des élites, et en plus on y a rajouté des investissements ostentatoires, de prestige, qui n'ont vraiment pas de rationalité économique et qui consomment le peu qui nous reste de richesses qui pourraient contribuer à notre développement. Cette économie est fragile car elle est dépendante de la pluie, elle est dépendante des investissements extérieurs, des touristes et des aléas, et nous l'avons très durement vécu en 2020 et 2021 avec le Covid. Et c'est une économie qui a une croissance globalement faible. En moyenne historique, nous ne dépassons pas les 4%, alors que pour simplement maintenir notre niveau, notre pourcentage de personnes qui ont un travail, il nous faudrait être à 7 ou 8%. Et c'est une économie qui est erratique parce qu'elle est extrêmement dépendante de la pluie. Donc les années comme celle-ci et l'année dernière où la pluviométrie est mauvaise, la situation économique devient catastrophique. Dans le domaine du social, c'est un pays qui a énormément évolué pendant les 2 dernières générations. Nous avons eu une urbanisation très rapide. Nous avons eu une scolarisation qui a démarré 30, 40 ans après les autres parce que Hassan II avait un projet de garder un Maroc archaïque, mais il a été acculé à considérer que la généralisation de l'enseignement était incontournable et donc le Maroc s'est intégré dans ce processus, mais nous sommes encore très en retard, même par rapport à des pays les moins avancés dans le monde. C'est un pays qui a connu un dépassement significatif des contraintes liées au tribalisme, au régionalisme et au patriarcat. Nous sommes encore loin d'avoir dépassé tout cela, mais la situation de nos filles aujourd'hui est incomparable avec celle de nos mères. Ces évolutions
ont aussi connu des avancées significatives, par exemple pour le monde rural en matière d'électrification qui est quasiment généralisée, on est à 98%. Pour l'eau potable, elle est très supérieure à des pays, par exemple l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, mais ces avancées qui sont indubitables restent extrêmement loin des attentes de la population, du potentiel du pays et des performances relatives qui ont été réalisées par des pays comparables. Et c'est ce qui fait que nous avons connu une rétrogradation dans le classement des pays dans le monde pour l'indice de développement humain, où nous sommes aujourd'hui à la 123e position. Tout cela nourrit des frustrations énormes et qui vont grandissantes entre ce qui est réalisé et ce qui est attendu, ce que les gens espèrent et ce que les gens attendent. Un des déficits majeurs de la société marocaine est l'emploi. Nous sommes 27,5 millions de personnes en âge de travailler. Il y en a, on enlève les 3,5 millions d'étudiants en formation, etc., le 1 million de personnes incapables ou trop âgées, et on se retrouve avec 24 millions d'adultes en âge de travailler. La population qui est considérée dans les statistiques comme population active est exactement la moitié, 12 millions sur les 24. Les 12 autres millions, essentiellement des femmes, sont considérés comme ne cherchant pas d'emploi. Sur les 12 millions qui restent, nous avons 1,5 million de chômeurs, nous avons, disons, à peu près 7 millions de personnes qui ont soit un travail qui n'est pas rémunéré, soit un travail qui est inadéquat, soit sont employés dans du travail indécent dans le cadre de l'économie informelle ou autre. Et donc nous nous retrouvons avec 2,5 millions de personnes qui sont dans les secteurs réellement productifs de l'économie formelle. Sur ces 2,5 millions, la moitié est dans la fonction publique. Et la moitié de cette moitié est dans l'armée et la sécurité. Donc nous avons pratiquement 1,15 million qui crée la valeur ajoutée qui est censée faire vivre 37 millions de personnes. Le monde politique, je crois que vous le connaissez déjà pas mal, mais pour résumer, nous avons une monarchie autoritaire, un régime policier, un système d'irresponsabilité, de non-reddition des comptes et d'impunité. Nous sommes gérés par un triptyque qui est répression, corruption, propagande. Nous avons des institutions qui ressemblent un peu aux vôtres, mais que tout le monde sait que ce sont des institutions de façade, les partis politiques, les syndicats, les associations, les médias, les intellectuels, tout ce monde est soit inféodé au régime, soit réprimé ou marginalisé. Nous avons, et vous êtes bien placé pour le savoir, une politique de plus en plus agressive et de plus en plus de chantage dans la relation au monde extérieur. Et nous avons vu le régime de plus en plus considérer qu'il ne peut pas répondre aux attentes des gens, il ne peut pas gérer la libération de la parole, et donc le seul outil qu'il a, c'est ce triptyque dont je parlais, c'est soit la corruption, soit donc acheter les consciences, et vous êtes encore une fois bien placé pour le connaître, soit la répression et accessoirement le monopole de la parole autorisée. Et le chantage dans les relations internationales passe par, ce qui a déjà été dit, la menace de laisser affluer les migrants, le refus de les réintégrer, le blocage de la coopération contre le terrorisme, la mise à mal des intérêts économiques des
partenaire extérieur, la menace pendante contre les éventuels expatriés de ces pays au Maroc et le recours à des relations diplomatiques de plus en plus dans l'esprit d'un État voyou. On a vu comment aujourd'hui la relation avec les puissances du Golfe, avec Israël, est clairement une relation de service mutuel dans un esprit autoritaire, dans un esprit violent. Les droits humains, on a beaucoup entendu, d'ailleurs je voulais d'emblée m'associer aux remerciements et salutations de Fatiha, heureusement qu'elle l'a fait, je suis trop impoli pour m'en rappeler systématiquement, mais je m'associe à ce qu'elle a dit. En matière de droits humains, nous avons des sacralités. La monarchie est sacrée, la religion telle que définie par la monarchie est sacrée, et le Sahara tel que, encore une fois, défini et géré par la monarchie est sacré. Mais évidemment, les sacralités, les absolus, sont à géométrie variable, et ce qui aujourd'hui était une position du pouvoir et qu'on réprimait les gens qui disaient le contraire, demain, le pouvoir peut changer et il va réprimer ceux qui étaient d'accord avec lui et qui sont restés sur la position d'hier. Nous avons une économie de la terreur. Aujourd'hui, une des cartes maîtresses du pouvoir au Maroc, c'est de dire, bon, c'est vrai que nous ne respectons pas la loi, c'est vrai que nous sommes excessifs à l'égard de certaines personnes, mais, quoi, comptez-les. Vous pouvez me citer quelques dizaines. Comparez-nous avec l'Égypte. 60 000 détenus politiques. Donc, après tout, nous sommes dans le domaine de l'admissible. Ce qui est dangereux, à mon avis, est à un double niveau. Le premier, c'est que la répression au Maroc ne vise pas à neutraliser tous les individus qui menacent par la mise en prison. Elle vise à neutraliser tout le monde par la terreur. À compter du moment où les gens se rendent compte qu'on peut prendre un vieillard de 80 ans et le mettre en prison pour plusieurs années en l'accusant de déboires sexuels et autres, en voyant comment on peut attaquer systématiquement toutes les plus belles plumes du pays et les mettre en prison presque systématiquement avec des accusations qui visent l'assassinat moral de ces personnes, quand on voit le niveau de haine qu'on déverse quotidiennement, des milliers et des milliers d'articles de diffamation contre des personnes ciblées, quand on voit toutes les menaces explicites ou implicites qui sont adressées à l'ensemble de la classe politique, des intellectuels, des leaders d'opinion, en leur disant « Hey, si jamais tu oses parler, bon, tu as eu une relation extra-conjugale, tu as des antécédents homosexuels, ta cousine a eu des déboires financiers, n'importe quoi, il y a toujours une manière de menacer les gens. » Et on a vu comment énormément de gens se sont mis en retrait de la scène parce qu'il y a une peur compréhensible. Le problème avec cette peur est qu'elle cache les manifestations de la frustration et du rejet. Elle ne l'éradique pas. Elle n'empêche pas qu'il continue de progresser, et nous sommes dans une situation où il ne peut que progresser parce que l'État et la société n'ont pas les moyens de sortir de la crise économico-sociale dans laquelle nous nous débattons et qui s'aggrave de jour en jour. Et donc, quand on ne voit pas les épiphénomènes, mais que le phénomène, au fond, continue de s'aggraver, eh bien, nous sommes face à une situation dont on ne peut jamais prévoir où elle va aboutir. Hannah Arendt disait que sous la dictature, tout marche toujours très bien, jusqu'au dernier quart d'heure. Et ça vaut pour la compréhension de nos dirigeants, mais ça vaut aussi pour les partenaires du Maroc qui trop souvent, par veulerie, par peur, par calcul,
par intérêt national, préfèrent traiter avec les systèmes autoritaires et se taire sur leurs déboires plutôt que d'être insistants dans l'exigence du respect d'une éthique partagée dans les conventions qui sont signées. Et ça, à mon avis, ça fait gagner sur le plan tactique et sur le court terme, c'est certain, mais c'est extrêmement risqué sur le moyen et long terme parce qu'on ne sait pas demain de quoi demain sera fait. Et demain, les frustrations des gens du Maroc, parce que c'est ce que je connais le mieux, à l'égard des partenaires extérieurs qui appuient ou qui se taisent sur les excès et les crimes de ce genre de régime, eh bien, ils deviennent d'office plutôt anti-occidentaux que réellement conscients qu'il y a des intérêts légitimes et compréhensibles et que l'Occident n'est pas un, que l'Occident est pluriel et que heureusement que nous avons des amis, des partenaires, des alliés qui sont avec nous dans ces batailles. Donc les gens qui dirigent et qui décident au nom de l'Europe, je suis heureux de constater qu'il y a un début je dirais, de prise de responsabilité sur certains aspects. Le Parlement européen en a été une des expressions, mais il faut se rappeler que la crise du Maroc avec la France en 2014, la France s'est couchée. En 2015, il y a eu une crise avec les Pays-Bas et bon, on l'a gérée tant bien que mal. En 2016, on a eu une crise avec l'Allemagne. En 2017 et en 2020-21, on a eu des crises avec l'Espagne. Il est temps, à mon avis, que ces pays se rendent compte que le calcul d'une gestion uniquement tactique, uniquement de très court terme, est très mauvais pour leurs intérêts. On a bien développé l'aspect éthique, mais il y a aussi un aspect stratégique sur lequel il faut insister. C'est un mauvais calcul de se mouiller, de se noyer avec ce genre de régime. Merci infiniment, je suis désolé si j'ai été trop long.